començar per agrair a les persones que composen aquest espai veïnal Calàbria 66 per les facilitats que una vegada més ens donen per poder desenvolupar aquest acte en aquest local, que és una mostra de participació, d'activisme, de voluntat de desenvolupament cultural, d'autogestió ciutadana i també del treball ben fet amb totes les persones que també, no només els activistes, sinó els treballadors que permeten que això funcioni. Passaré al castellà perquè és la llengua que Samir més o menys li és més propera. Esta es una iniciativa de El Viejo Topo, de Espai Marx, de l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes vinculada a la FIM, de Fil Roig, unes entitats que no tenim recursos institucionals, no tenim recursos econòmics excepte el que són les contribucions dels seus activistes, pero que tot i això, que a pesar de esto intentamos mantener un esfuerzo por abrir debates en profundidad sobre la posibilidad de transformación de nuestra sociedad. El año pasado, este conjunto de organizaciones organizamos un ciclo en relación al centenario de la Revolución de Octubre a través de varios seminarios y conferencias que ha dado como producto la publicación de 4 libros, bueno, 2, hablemos de imperialismo y crisis de revolución, que ya están publicados, y 2 que están en imprenta, ciclo y libros que también ahora, como comentaba con algunos compañeros, que estas asociaciones estamos dispuestos a ir a presentar a cualquier localidad, ateneo, espacio de vecinos que quieran abrir un debate sobre estas cuestiones. Y este año hemos querido desarrollar un ciclo Pensar con Marx con motivo del 200 centenario del nacimiento de Marx. Un ciclo del cual ya hay una programación elaborada que tenéis en la puerta, con una serie ya de ponentes comprometidos que probablemente se va a ampliar aún un poco más, pero que hemos querido inaugurar con el compañero Samir Amin en esta jornada inaugural del ciclo. Samir nació en El Cairo ya hace 87 años, hijo de padre egipcio y madre francesa, médicos los dos. Pasó su infancia en ese país. Del 47 al 57 estudió en París, obteniendo diplomas en ciencias políticas, en estadística, en economía, y aún así tenía tiempo para el activismo y la militancia política en esa Europa que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que conoció organizaciones sindicales y de trabajadores que tuvieron fuerza para imponer y desarrollar una serie de conquistas sociales. Al llegar a París se une al Partido Comunista, del cual se distancia en algunos aspectos, en la tradición más ortodoxa del marxismo, digamos lo que era el marxismo soviético, pero sin jamás caer en el sectarismo y sabiendo compaginar una crítica a aquellas formulaciones que él entendía que se desviaban de ese objetivo de transformación social con una clara militancia anticapitalista, efectiva y práctica. Con otros estudiantes publica la revista Estudiantes Anticolonialistas y también desarrollará todo un esfuerzo intelectual para entender el capitalismo contemporáneo, con particular atención
a lo que son las relaciones internacionales, a lo que es el proceso de lo que hoy se entiende como globalización. En el 57 presentará su tesis doctoral, los efectos estructurales de la integración internacional de las economías precapitalistas, como discípulo de un profesor estructuralista, François Perrault, pero en una perspectiva y en una formulación que da una visión nueva de lo que es la perspectiva del subdesarrollo. Samir lanzará, a partir de ese análisis que se implicará en la tradición marxista, el concepto de centro y periferia, que genera una crítica radical al desarrollismo, es decir, aquellos que predicaban que bastaba dejar pasar el tiempo para que unos países más atrasados acabaran convergiendo con los que estaban más adelantados. Hay que decir que plantear una crítica a esta formulación en los años a finales de los 50, en que el desarrollismo era, digamos, el paradigma asentado e incuestionable, requería valor. Y Samir lo tuvo y planteó, digamos, todo lo que hoy conocemos como la teoría del centro-periferia, la interpretación de que el crecimiento del capitalismo genera desigualdad y que necesita de esa desigualdad y de esa polarización. Y que, por tanto, el capitalismo tiene unas leyes que en la práctica, en el mundo contemporáneo, en el mundo que seguirá la Segunda Guerra Mundial y que aún se desradicalizará más con la caída de la Unión Soviética, genera no una perspectiva de desarrollo armónico, sino una perspectiva de creciente desigualdad. Al terminar su tesis en su práctica profesional regresó al Cairo, donde trabajó hasta los años 60 en el Instituto para la Gestión Económica. Posteriormente estuvo en el Ministerio de Planificación en Bamako, en Mali. Posteriormente estuvo en el Instituto Africano de Desarrollo Económico y Planificación, y en fin, y de ahí en la Universidad de Poitiers, de Dakar, en París 8, en Vicence. Y finalmente su trayectoria pues acaba como director del Foro del Tercer Mundo en Dakar. Gran parte de su obra pues, la ha dedicado a las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, la función del Estado en estos países. Para mí la mundialización es un fenómeno que viene de lejos, pero la moderna mundialización asociada al capitalismo es polarizante por naturaleza, como comentaba, y por tanto la lógica de esta expansión mundial produce una desigualdad creciente entre las partes del sistema, que parten de una herencia que está vinculada históricamente al colonialismo, pero que tampoco tiene un determinismo histórico de permanecer en estos espacios. Es decir, esa ley de desigualdad puede provocar que determinados territorios que antes estaban en la periferia, en el centro, acaben en la periferia o viceversa. No hay un determinismo, hay condicionantes históricos, pero lo que es importante es entender que para desarrollarse ese sistema precisa de esa desigualdad. Y por tanto, también esto le lleva a una reflexión de cómo salir de este ciclo, digamos, vicioso. Y él lo plantea que la salida tiene que ver con la desconexión. No en términos de autarquía, no en términos de encerrarse un país en sí mismo, sino en términos de ejercer la soberanía para poder plantear un programa de desarrollo vinculado a la ciudadanía, vinculado a una democratización radical y a una participación ciudadana que permita a las grandes mayorías orientar las líneas de desarrollo, de evolución que sean más favorables precisamente para esas grandes mayorías.
Desde esa perspectiva entiende que la desconexión de esta globalización es una condición necesaria para cualquier avance socialista en el sur, pero también para los países del norte. Crítico de la globalización, que entiende como una coartada que justifica la ofensiva contemporánea del capital, también hace una actualización de toda esta formalización en la interpretación de lo que representa la caída de la URSS. Él entiende que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su desmoronamiento hubo una etapa de ascenso de los movimientos de liberación nacional y los movimientos populares en los países centrales que se ven beneficiados de ese conflicto bipolar, pero que a partir del derrumbe de la URSS entramos en una nueva etapa en que el triunfo del capital parece ser que no tenga límites y que busca recomponer, echar marcha atrás de esas conquistas sociales que siguen a la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, que en esta interpretación, en muchos de sus trabajos, destaca particularmente el análisis crítico de la geopolítica postsoviética, en lo que hace referencia a las manipulaciones étnicas, nacionalistas, religiosas y a sus efectos desintegradores de la lucha de clases y de movimientos de emancipación social. Una visión, digamos, a vista de águila, porque Samir, cuando habla de estas cuestiones, conoce muy bien lo que ocurre en el Congo, en Siria, en Latinoamérica, y cómo esa búsqueda de fractura de las clases populares adopta formas distintas buscando un mismo fin, que es la obstaculización de la configuración de grandes mayorías de ciudadanos que impongan otra vía. Samir, pues esto, con 87 años, sigue cuestionando de manera abierta y argumentada el discurso dominante, contra la crítica de que esta formulación emancipadora tiene un carácter utópico y que la salida a la actual globalización es imposible. Él sostiene que lo que es imposible es mantenernos en la actual senda que nos impone este sistema. Y no solo es un teórico, yo creo que hoy en día es uno de los economistas marxistas vivos más importantes que disponemos, sino no solo es un teórico, sino también un activista, una persona que ha estado vinculada a otros muchos activistas, como François Autard, recientemente fallecida, vinculada a los foros sociales, al intento de construir desde América Latina una quinta internacional, o al intento más contemporáneo de reagrupar a los movimientos sociales a escala internacional para intervenir en frente a los efectos de la globalización, desde ese activismo social, impulsando la participación ciudadana y la radicalidad socialista. Una persona que no se encierra en el mundo académico y que sigue, a pesar de las dificultades para ir de un lugar a otro del mundo, sigue en esa militancia de transformación hoy en día. La relación con Barcelona, nuestra ciudad, viene de largo. Su vinculación con Vidal Villa en la Universidad de Barcelona, Vidal, que fue mi maestro, viene de muy lejos, igual que la vinculación con el viejo Topo, con quien ha publicado una enorme cantidad de libros y de artículos. En nombre, pues, de toda esta tradición, yo quiero darle de nuevo la bienvenida a Barcelona, que hoy pues, la recibe en este teatro con gente inquieta
desde el punto de vista teórico, preocupada por encontrar respuestas a las preguntas que nos coloca este sistema, pero también en un público en que hay activistas sociales que no solo se preguntan, sino que también actúan sobre esta realidad para intentar transformar los mecanismos que gobiernan la globalización, buscando pistas de cómo superarla. Vamos a tener con nosotros también el placer de tener a Miguel Candel, que va a ir haciendo una traducción de la intervención de Samir, a quien debemos de agradecer también su disposición de nuevo, porque digamos, en diversas actividades ha estado dando un importante impulso, y en esta no es un tema menor ahora asumir esta cuestión. Y finalmente, publicidad. Si alguien tiene interés en seguir teniendo información sobre los futuros seminarios que vamos a desarrollar, estos 4 seminarios se van a desarrollar en otoño, y las publicaciones que se vayan efectuando, pues tenéis esto colocado por ahí fuera en la mesa, pues lo rellenáis con el correo electrónico y vuestro teléfono, y vamos a intentar manteneros informados. Bienvenido, Samir. Buenas tardes y muchas gracias, compañero, porque la presentación fue totalmente correcta. Bueno, queridos y queridas compañeras y compañeros y organizadores de esta invitación, que es un gran placer para yo. Bueno, me voy a hablar en francés porque entiendo el castellano, pero no es fácil hablarlo. Bueno, y je vais faire ma présentation en environ 40 minutes, ce qui, compte tenu de la traduction, fera à peu près le double. Je ne vais pas, je crois que notre interprète, je suis sûr, est un camarade compétent qui comprend les idées que je présenterai, et qu'il n'est donc pas nécessaire de hacher la traduction par phrase, que je présenterai une idée qu'il pourra traduire de la meilleure façon possible en espagnol, ou en castillan plus exactement. Nous disons toujours, nous les Arabes, la Castille, on ne dit pas l'Espagne. On ne connaît pas ce mot. Ne dites pas Al-Andalus. Al-Andalus, c'est le sud de l'Espagne. C'est le sud. C'est au sud de la Castille. Bon, Castille. Bon, et je viens de produire un ouvrage relativement court, publié en français il y a à peine une semaine, sur le bicentenaire de Marx, et El Viejo Topo va le traduire en espagnol. Bueno, et je veux vous présenter 5 points, faire 5 points, qui sont tous dans Marx, mais qui ne sont pas présentés d'une manière nécessairement complète et nécessairement prenant en considération les conditions du capitalisme contemporain. Marx n'était pas un devin ou un prophète initiateur d'une religion. Il a fait non pas seulement la meilleure analyse de la réalité de ce qu'est le capitalisme, il a produit la seule analyse jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas d'autre. La seule analyse rigoureuse, et donc toujours vraie, de ce qu'est dans sa dimension essentielle, non pas seulement le mode de production capitaliste, mais la société moderne capitaliste et sa place dans l'histoire de l'humanité. Tous ceux qui ont tenté
avant Marx, après Marx, d'analyser et de comprendre le capitalisme n'y sont jamais parvenus. Marx est le seul. Et c'est la raison pour laquelle, et je reviendrai sur ce point en détail, c'est la raison pour laquelle, quand on lit Marx aujourd'hui, en particulier son œuvre majeure, particulièrement sur les moments de la des révolutions françaises, mais aussi le manifeste du Parti communiste, 1848, il y a 170 ans, et Marx n'avait que 30 ans à l'époque, il était jeune, non seulement nous découvrons des phrases, mais nous découvrons des idées fondamentales qui sont plus vraies aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque où elles ont été écrites, en 1848. C'est la raison pour laquelle Marx n'est pas un penseur du passé, dépassé par le développement historique, mais est un penseur du présent et de l'avenir. Il sera peut-être dépassé un jour, en l'an 3000, lorsque l'humanité sera parvenue à un stade supérieur de civilisation qui s'appelle le communisme, et alors, évidemment, je l'espère, l'humanité sera confrontée à des problèmes que nous ne pouvons pas encore imaginer aujourd'hui et pour lesquels Marx ne sera plus d'utilité. Mais jusque-là, il est fondamental et il le reste. Bien, va a desarrollar 5 puntos, no los ha mencionado todavía, que caracterizan la obra de Marx y que demostrarán en su exposición que Marx no solamente ha sido uno de los grandes analistas del capitalismo, que ha dado una visión completa y ajustada del sistema, sino, de hecho, el único hasta la fecha, que no podía prever, evidentemente, todos los desarrollos contemporáneos, pero captó lo esencial no solo del modo de producción capitalista, sino de la sociedad que ese modo de producción creaba y organizaba, en obras, por ejemplo, como El Capital, obviamente, sus escritos sobre la Revolución en Francia, y también en el Manifiesto Comunista, que escribió a la edad de 30 años, anticipándose a cosas que en el momento en que se escribieron no eran realidad y en cambio son realidad hoy día. En cierto modo, por tanto, aunque no ha dicho esa palabra, su obra es profética. Por hoy no ha sido superado, quizá dentro de otros 1000 años lo sea, y entonces pues ya hablaremos en otros términos, pero de momento sigue siendo el paradigma del análisis del sistema capitalista. Bon, dans le livre 1 du Capital, Marx s'attache à démontrer en quoi et pourquoi le mode de production capitaliste et la société capitaliste qui naissent de ce fait rompent avec le passé de l'humanité tout entière, pas seulement celui de l'Europe. Autrement dit, en quoi le capitalisme est une étape de la civilisation véritablement nouvelle. Pour le faire, il découvre et démontre que le travailleur, réduit au statut de prolétaire salarié, vend sa force de travail, mais que victime de l'idéologie de la classe dominante, qui est l'idéologie dominante de la société, et c'est une phrase de Marx dans le manifeste, dite exactement de cette manière, victime de cette aliénation, il pense, il se voit vendre son travail. Autrement dit, Marx découvre le secret de la spécificité du capitalisme qui est la loi de la valeur. Et il le considère, cette loi de la valeur, non pas seulement comme permettant la reproduction des conditions économiques du capitalisme, mais commande tous les aspects de la vie sociale, politique, culturelle, idéologique de la modernité capitaliste. Marx, en el libro primero del Capital, presenta este sistema como una innovación radical en la historia de la humanidad, no solo en Europa, sino en todo el mundo,
centrada en la explotación del trabajo humano, que gracias al dominio ideológico de las fuerzas hegemónicas, de las élites dominantes, su famosa frase, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, hace que el trabajador que está siendo utilizado por el capital de esa manera crea que en realidad es una especie de partener, como se dice, del capitalista al cual vende su fuerza de trabajo, cuando en realidad esa relación está guiada por uno de los grandes, quizá el descubrimiento capital de Marx, en el análisis del capital, que es el valor, la teoría del valor. Entonces, de acuerdo con esa teoría, la aplicación de esa teoría del valor, bueno, no ha mencionado todavía el término plusvalía, ya saldrá, toda la sociedad gira en torno a las líneas de fuerza que crea esta concepción basada en la teoría del valor, en todos los aspectos, no solo en la producción, sino también en la cultura, en todos los demás aspectos de la vida humana. Dans le livre 2 du Capital, Marx démontre, et j'utilise le terme démontre, que ce système peut fonctionner, c'est-à-dire créer et recréer les conditions de sa reproduction, mais que pour fonctionner, il doit surmonter sa contradiction fondamentale interne. Autrement dit, que les conditions de la reproduction, de l'accumulation du capital entrent en conflit, non pas avec les intérêts de classe des exploités, mais avec la logique même de l'accumulation. Cette contradiction interne qu'aucune vision qui se prétend scientifique de la modernité n'est capable de concevoir est essentielle pour la compréhension de la contradiction fondamentale qui caractérise le capitalisme. Ce n'est pas seulement que ceux qui sont les victimes, les exploités, se révoltent contre leurs conditions. Ça a existé à d'autres époques et à toutes les époques de l'histoire de l'humanité. C'est que les conditions même de la reproduction et de l'accumulation sont conflictuelles et contradictoires. En el libro segundo, et une phrase seulement de plus, cela signifie que ce système n'est à terme pas viable parce qu'il ne tend pas vers un équilibre à travers des crises conjoncturelles, mais il se déplace de déséquilibre en déséquilibre qui sont produits par les luttes sociales, mais aussi par les luttes politiques nacionales y internacionales. El libro segundo demuestra Marx que el sistema capitalista solo puede funcionar a costa de luchar constantemente contra una contradicción interna o los obstáculos que presenta esa tensión interna al mecanismo de reproducción del sistema y de acumulación. Es una especie de mecanismo autodestructivo, no he dicho esa palabra, es decir, que contiene el sistema capitalista, que no viene producido solo ni fundamentalmente por la resistencia de las clases explotadas, sino por la propia dinámica interna del capital, el proceso de acumulación, y que hace que no sea un sistema viable, porque no tiende a un equilibrio, como a veces se presenta, un equilibrio que se conseguiría después de una serie de crisis, sino que es un sistema que navega de desequilibrio en desequilibrio en tendencia creciente hacia el desequilibrio, y nunca sale de ahí. Y esos desequilibrios están producidos por las luchas sociales y también las luchas políticas internas e internacionales. Bon, alors ceci me conduit à la seconde grande idée que je veux vous présenter, qui est quelle est la vision de Marx, qui est aussi la mienne, et celle de pas mal d'autres gens, évidemment. La vision de Marx de la place du capitalisme dans l'histoire universelle. Marx pense que le capitalisme n'est pas viable
et par conséquent représente déjà à son époque et représentera encore davantage par la suite ce que moi j'ai appelé, ça c'est pas de Marx, mais c'est un synonyme de ce que Marx dit, une brève parenthèse dans l'histoire, une très brève parenthèse dans l'histoire, et non pas du tout la fin de l'histoire, la rationalité économique qui est la seule rationalité possible et nécessaire à tous les âges de l'humanité, pour tous les peuples, etc., etc. Tout ce blabla laudatif qui est la production de ce que Marx, à juste titre, appelle l'économie, je dirais même la pensée sociale vulgaire, mais qui est dominante aujourd'hui, comme elle a été dominante dans les 2 siècles précédents. Marx sitúa el capitalismo en un determinado punto del desarrollo histórico y lo considera, y Samir Amin coincide totalmente con esa apreciación, no como la culminación de un proceso de mayor perfección, sino como un paréntesis que, vista la historia de la humanidad en su conjunto, será apreciado a la larga como un breve paréntesis. Y eso no es solamente básicamente por su capacidad, su mecanismo contradictorio, internamente contradictorio, sino porque es incapaz de generar la estabilidad a la que se hace alusión constantemente en el discurso laudatorio del sistema, presentándolo como la culminación, como ha dicho alguno, el fin de la historia, el triunfo de la razón en toda la vida social. Nada de eso. Le capitalisme a une très longue incubation. Marx dit même déjà à l'époque dans le manifeste communiste, les 3 siècles, prend en considération les 3 siècles de mercantilisme qui sont inaugurés par vous, pas seulement les Espagnols, mais vos voisins les Portugais également, par les pays ibériques, Séville, Cadix et Lisbonne, par la conquête des Amériques, 1492, qui est Grenade et la conquête des Amériques. La mondialisation moderne, capitaliste, remonte à cette époque, dit Marx. Et elle prépare, pendant 3 siècles, une transition au capitalisme qui prend sa forme achevée un peu plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, avec la double révolution économique anglaise, industrielle anglaise et politique française. Marx habla de un periodo inicial del capitalismo que empieza precisamente en los países ibéricos con el descubrimiento y conquista de América. Es el periodo del mercantilismo, que dura 3 siglos y que a final del siglo XVIII, mediante la industrialización en Inglaterra, da paso a la etapa, digamos, más actual del capitalismo tal como hoy día lo conocemos. Bon, je ne fais pas le reproche à Marx d'avoir été sur ce point limité par les connaissances des Européens de son époque. Pour ma part, je crois que la longue incubation du capitalisme ne peut pas être réduite aux 3 siècles du mercantilisme européen, mais à 10 siècles qui commencent en l'an 1000 en Chine, qui se transfèrent de Chine au Moyen-Orient du califat abbasside, musulman, arabe et persan, puis aux villes italiennes, pour ensuite atterrir chez vous, en Ibérie, partir à la conquête, et je dis la conquête, pas la découverte de l'Amérique, parce que les Américains qui étaient là-bas l'avaient découvert avant vous, puisqu'ils y étaient, mais la conquête et la destruction, son intégration dans le capital naissant. Ça a été capté un peu plus tard, avec la Renaissance, dans un triangle très petit, Londres, Paris, Amsterdam, qui a donné sa forme définitive, la forme historique du capitalisme tel que nous le connaissons. Au moment où Marx écrit avec Engels le manifeste communiste en 1848, le capitalisme
c'est le système de l'Angleterre, même de l'Angleterre, d'un quart nord-ouest de la France, de Paris à Lille et à Nancy, de la Belgique et d'un tout petit morceau de l'ouest de la Westphalie prussienne. C'est rien. Tout le reste de l'Europe n'est pas encore véritablement rentré. Et néanmoins, Marx voit dès cette époque que ce système va conquérir non seulement le reste de l'Europe, mais le monde entier dans un temps très bref. Et par conséquent, inscrire à l'ordre du jour son propre dépassement dans un temps historique très bref. C'est ce en quoi il représente une brève parenthèse dans l'histoire. De hecho, Marx actúa con un cierto eurocentrismo en el momento en que describe el mercantilismo como la fase previa del capitalismo, puesto que en realidad, cosa que no sabía, se puede buscar esa fase previa en torno al año 1000 en China, luego el desplazamiento de ese proceso a través de los califatos árabes, califato abasí, Persia, etc., las ciudades de la baja Edad Media italianas y del Renacimiento, y finalmente a través de el periodo del mercantilismo, llega a finales del 18, principios del 19, a cristalizar en un pequeño triángulo formado por las ciudades de Londres, París y Ámsterdam, que en el momento en que Marx escribe con Engels sus primeras obras, es un sistema que solamente afecta a Inglaterra, al noroeste de Alemania, al norte de Francia, y Bélgica y un poquito de la Westfalia, es decir, de Alemania occidental. Y a pesar de eso, Marx tiene la clarividencia de anticipar que ese sistema en poco tiempo acabará conquistando el mundo entero. Je crois que Marx ne s'est pas trompé. Il a pensé donc que ce système, la fonction historique de ce système, c'est de réunir dans un temps historique très court, vous savez, pour un Égyptien comme pour un Chinois, un siècle, c'est une minute de la vie humaine, à peu près. C'est rien, c'est un temps très court. Dans ce temps très court, réunir toutes les conditions matérielles en termes de développement des forces productives, politiques, culturelles, idéologiques, qui rendent nécessaire et possible son dépassement par des révolutions, je préfère dire des avancées révolutionnaires en direction du socialisme. Marx prevé que en un corto espacio de tiempo este sistema va a reunir todas las condiciones económicas, culturales, ideológicas, sociales, que harán posible, y no solo posible, sino necesaria la superación de ese sistema. Dice que prefiere no hablar de revolución, sino de avances revolucionarios hacia el socialismo. Je disais, Marx ne s'est pas trompé. À peine 20 ans après l'avoir écrit, il y a quand même la Commune de Paris, la première révolution anticapitaliste dans l'histoire de l'humanité, et même avant, ça c'est dans les pays capitalistes relativement développés, la France de l'époque, mais également dans une périphérie récente en Chine, ouverte par les canons de la marine britannique en 1840 avec les guerres de l'opium, 25 ans après, 1865, avant même la Commune de Paris, la révolution des Taiping qui propose une révolution paysanne radicale dans une perspective qu'on n'aurait pas beaucoup de grandes difficultés à qualifier de socialiste, voire même de communiste aujourd'hui, et qui est l'ancêtre du maoïsme. Et Mao l'a reconnu lui-même. Par conséquent, Marx a raison. Ce système engendre des révolutions au centre et à la périphérie très rapides. Même si, comme l'histoire l'a montré, la Commune de Paris a été battue, les Taiping ont été battus, mais ils ont permis
des vagues successives et ultérieures. Marx no se ha equivocado en sus pronósticos porque muy pocos años, 20 años después de sus, digamos, análisis, estalla la Revolución de la Comuna en París, pero ya antes de eso, en 1865, después de que China fuera abierta al sistema mundial por la escuadra inglesa, a cañonazos, tiene lugar en 1865 en China una revolución campesina radical que protocomunista, en el cual se apoyará luego Mao, o que Mao Zedong lo considerará como un precursor. Esa revolución, encabezada por un personaje llamado Deng Xiaoping, fue también, evidentemente igual que la Comuna de París, aplastada, pero sentará, digamos, las bases de marcará la línea de los procesos revolucionarios a los que ha hecho alusión. Mais la Commune de Paris, si elle est la première révolution socialiste dans un centre capitaliste développé, apparaît avoir été la dernière. Et il ne semble pas qu'il soit inscrit à l'agenda du visible dans l'horizon prochain d'autres révolutions du même genre dans les centres capitalistes. La révolution anti-impérialiste et potentiellement, de ce fait, anticapitaliste, en partie tout au moins, se déplace vers l'Est, vers les périphéries. Je crois que Marx en prend conscience, dans notamment sa correspondance avec Vera Zasulich, que le processus pourrait commencer ailleurs que dans l'Europe occidentale industrielle et développée ou aux États-Unis, dans les périphéries, ce que Lénine appellera le maillon faible. Mais Lénine pensait, à tort, bon, ce n'est pas très grave, mais c'est un fait, que la révolution russe serait suivie rapidement par une ou des révolutions au moins dans l'Europe occidentale industrialisée et en particulier en Allemagne, ce qui n'a pas eu lieu. La revolución de la Comuna de París no solo fue la primera en el centro del sistema capitalista o en un país central, sino que aparentemente tiene todo el aspecto de haber sido por ahora la última. Marx cobró conciencia hacia el final de su vida, particularmente a través de su correspondencia con la autora rusa Vera Zasulich, de las posibilidades todavía que encerraba un proceso potencialmente revolucionario en los territorios periféricos del centro capitalista europeo, hacia el este, Rusia, China, etc. Y ese proceso, de alguna manera, es el que abre la posibilidad de, luego por contagio, volviendo sobre el centro, según este pronóstico que es el que hizo suyo Lenin, el del famoso eslabón más débil, permitiría extender a nivel mundial esa revolución. El cálculo de Lenin, como todo el mundo sabe, falló, pero bueno, de hecho, en algún momento ese proceso era verosímil. Bon, j'en viens donc au troisième point qui est peut-être le principal. Les visions conceptuelles, la conceptualisation par Marx et dans Marx et par ses successeurs, marxistes de différents courants de pensée, de la mondialisation. Marx est resté très hésitant et je crois que Marx ne nous a pas proposé une analyse théorique de la mondialisation aussi puissante que ne l'a été son analyse du capitalisme comme nouveauté dans l'histoire de l'humanité, comme système nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il est resté hésitant entre deux visions possibles, peut-être à son époque, mais je crois qu'elle n'était pas une seule, l'était même à son époque, deux visions possibles de la mondialisation. La première est que
l'expansion mondiale du capitalisme, en dépit de toutes les horreurs qui l'accompagnent, donne la possibilité d'un rattrapage par les peuples et sociétés antérieures, pré-capitalistes, restés hors du système capitaliste, un rattrapage dans le capitalisme mondialisé et par les moyens principaux essentiels du capitalisme, c'est-à-dire la propriété privée du capital et le statut de vendeur de force de travail des travailleurs. Sobre el tema de la mundialización, Marx no ha tenido una visión tan clara como en su análisis del sistema capitalista propiamente dicho, y ha vacilado, oscilado entre dos posibles procesos de mundialización. El primero es, digamos, el clásico, según el cual, o su primera visión, según la cual el capitalismo tendería a extenderse por todo el mundo con todos los traumas y, digamos, desgracias que eso acarrea, y acabaría haciendo que todos los pueblos de la periferia entraran, alcanzaran ese nivel de desarrollo que tenía el capitalismo inicialmente en el centro, y acabaran entrando en el sistema de venta de fuerza de trabajo que caracteriza el capitalismo del centro del sistema. Cette vision d'un capitalisme qui continue à être sur sa lancée par son expansion et les possibilités de rattrapage par les périphéries de ce qu'il est dans ses centres, et peut-être revient à la mode aujourd'hui. Il y a des analystes qui prétendent que ce n'est pas le capitalisme qui est en crise, c'est le vieux capitalisme des vieux pays capitalistes, l'Europe et les États-Unis en particulier, mais que le capitalisme est triomphant et se développe en Chine particulièrement, mais aussi en Inde, au Brésil, en Amérique, dans le monde arabe et ailleurs, et que c'est simplement le centre de gravité du monde capitaliste qui est peut-être en train de se déplacer, disons, de l'Atlantique, comme lieu d'union entre l'Europe et les États-Unis, d'une part, vers le Pacifique, comme principalement le lieu de vers l'Asie, principalement l'Asie orientale, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, séparée par le grand océan Pacifique. Bon, c'est donc une vision qui a la peau dure. C'est peut-être la vision de beaucoup encore aujourd'hui, y compris dans les penseurs de gauche sincères et honnêtes. Esta visión que he mencionado antes es la que han adoptado muchos hoy día para explicar la crisis del capitalismo y pretender que es una crisis transitoria que no es esencial del sistema, sino que es una crisis, podríamos decir, de desarrollo, y que lo que está ocurriendo es que el centro de gravedad del sistema se está desplazando hacia la periferia, hacia lo que antes era, hasta ahora era la periferia del sistema, y que, por ejemplo, en lugar de estar centrado en el océano Atlántico que liga la América del Norte con Europa, tiende a situarse en el océano Pacífico, que es el mar que une los Estados Unidos, la América desarrollada, con la América del Sur y con los países del extremo oriente de Asia y del sudeste asiático. Y que esta sería la manera como el capitalismo adquiriría por fin su consolidación. Je crois qu'on pourrait montrer que cette vision de l'expansion du capitalisme homogénéisant a été parfois adoptée par Marx. Les fameux écrits de Marx sur l'Inde, mais aussi ses écrits sur la Chine, en sont des témoignages. Par exemple, il écrit à propos de la Chine, lorsque, après les premières interventions militaires contre la Chine,
en Chine. La prochaine fois que vos armées tenteront d'envahir la Chine, elles s'arrêteront à la frontière et elles y trouveront une pancarte « Attention, vous entrez dans la République bourgeoise de Chine ». Ce n'était pas tout à fait faux, mais c'est partiellement inexact, dans ce sens que la pancarte qu'ils rencontreront et aujourd'hui, c'est vous entrez dans la République populaire de Chine. Et c'est différent de la République bourgeoise, même si ce n'est pas d'une différence absolue dans son potentiel de développement ultérieur. Marx ha coincidido en parte con esta visión que se ha explicado antes de expansión del capitalismo del centro hacia la periferia, cosa que se puede observar en sus escritos sobre la India y sobre China, y en una cierta broma que hace en uno de sus escritos diciendo que bueno, la próxima vez que las tropas occidentales, en este caso inglesas, traten de entrar en China, se encontrarán una pancarta a la entrada que dirá: atención, entran ustedes en la República Burguesa de China. Como dice Samir Amin, ahí Marx se equivocó. Evidentemente hay parte de verdad en eso, pero en realidad lo que encuentran ahora de hecho es más bien una pancarta que dice: atención, estáis entrando en la República Popular de China, que tiene elementos en común con lo otro, pero no es exactamente lo mismo. Bon, mais Marx n'était pas marxiste comme certains marxistes l'ont lu par la suite. Il était capable de changer d'opinion, de prendre en considération les connaissances nouvelles et des évolutions nouvelles. Et il a, sur la fin de sa vie, commencé à concevoir une autre conception de la mondialisation capitaliste, c'est-à-dire une conception fondée sur la polarisation. Non pas seulement l'inégalité du développement capitaliste, mais l'inégalité qui s'approfondirait d'une période à une autre. Et une partie de sa correspondance avec Vera Zasulich en témoigne. Je crois que si Marx avait vécu 150 ans, il n'aurait pas été surpris que la révolution commence en Russie, et pas en Allemagne ou aux États-Unis. Et il aurait été surpris, il n'aurait pas été surpris par cet événement, je crois. Cette seconde vision de la mondialisation, j'ose sans arrogance dire qu'elle a toujours été la mienne. Peut-être pas à l'âge de 15 ans, je n'en sais rien, mais au moins à partir du moment où j'ai commencé à écrire et jeune, c'est-à-dire dans les années 50 et dans l'après-guerre immédiat, je dirais même à partir de 1947. Ma vision était celle d'une expansion polarisante, comme l'a dit notre camarade, et approfondissant la polarisation. En 1820, au début de la révolution industrielle anglaise, le rapport de la productivité moyenne du travail social pour 90% de l'humanité, pas pour 100%, entre certains pays d'Asie, et notamment la Chine, et les pays les plus avancés d'Europe, notamment la Grande-Bretagne, était, selon Béroche, par exemple, peut-être de 1 à 1,3, et encore. Pas nécessairement au bénéfice des Européens. La Chine avait été plus avancée en produit intérieur brut per capita, comme on dirait aujourd'hui, en 1820 que l'Angleterre de l'époque. Mais aujourd'hui, le rapport est de 1 à 30, 1 à 60, 1 à 90 selon les pays considérés et selon peut-être le mode de calcul, mais gigantesque. Ce qui signifie que Marx avait vu juste. Le processus de l'accumulation du capital est un processus de paupérisation. Cela a fait sourire, et plus que sourire,
rire. Un grand nombre des critiques bourgeois de Marx, en prenant l'exemple de leur propre pays européen ou des régions de leur pays européen, et en disant cette paupérisation n'existe pas. Elle est l'imaginaire de Marx. À l'échelle mondiale, qui est la seule échelle que l'on doit prendre en considération, elle est considérablement plus marquée que ne le pensait même Marx à son époque. Je veux dire par là que Marx est plus vrai aujourd'hui qu'il ne l'était quand il écrivait. La otra concepción de Marx sobre la mundialización es aquella en que hoy podemos llamar, y Samir Amin, digamos, sin pretensiones excesivas pretensiones, considera que es la que él comparte ahora. Marx, que no era marxista, que era una persona abierta al cambio de ideas, a la autocorrección, llamaría polarización creciente. Y eso se traduce en otros términos podríamos llamarlo así, con un término que él utiliza, que es la pauperización creciente. En la época en que Marx escribe, bueno, hace 150 años, un poco más, la relación entre la productividad de países como China y los centros capitalistas, la diferencia era de 1 a 1,3 aproximadamente, y en algunos casos no a favor de los centros capitalistas europeos, sino de China, que en algunos terrenos tenía un cierto desarrollo superior, cualitativo al menos. Hoy día, en cambio, la correlación la división del PIB per cápita, comparando el centro capitalista actual con las periferias, puede llegar a una relación de 1 a 60. Es decir, una polarización creciente y una pauperización creciente que hoy día tienden a ridiculizar los apologistas del capitalismo, diciendo que eso, claro, eso no existe, porque no estudian el fenómeno a escala mundial, que es la única válida en este terreno, sino a escala estrictamente europea y de ciertos países europeos. J'ai donc toujours, pour ma part, adopté ce deuxième point de vue et à partir de là, pensé qu'il nous fallait à nous, marxistes, je ne suis pas le seul, mais à nous, marxistes, non pas reproduire éternellement les écrits de Marx, mais poursuivre l'œuvre de Marx en produisant une théorie, une théorisation de la mondialisation capitaliste qui n'est pas chez Marx. Lo que nos corresponde a nosotros marxistas es no repetir eternamente los análisis de Marx, sino captando ese meollo de su análisis, desarrollar esta concepción yendo más allá del análisis concreto que ha hecho Marx y sacando las consecuencias oportunas de ese análisis. Este es, de hecho, la tarea de Samir Amin. Et je la présente et je la résume dans quelques phrases, qui est que nous devons formuler une loi de la valeur du capitalisme mondialisé en partant de la loi de la valeur du capitalisme comme système abstrait, mais sur la base de la polarisation engendrée par l'expansion mondiale du capitalisme. Le passage de la loi de la valeur à la loi de la valeur mondialisée, qui est le titre d'un de mes récents ouvrages, mais c'est la formulation la plus récente de moi. Il y a une formulation antérieure de moi-même et il y a d'autres formulations plus anciennes de la même idée. Ce passage n'est de la loi de la valeur à la loi de la valeur mondialisation n'est pas chez Marx. Lo que propone Samir Amin es, a partir de la ley del valor del capitalismo considerada en abstracto, mediante un desarrollo ulterior, formular la ley del valor mundializada o mundializado.
que es algo que evidentemente no está en Marx, pero sería la tarea que corresponde a los marxistas hoy día. Bon, les premières avancées anti la polarisation est synonyme de impérialisme. Quand Lénine écrit l'impérialisme stade suprême du capitalisme, c'est probablement, je crois, par respect, trop de respect pour Marx. Il aurait dû écrire l'impérialisme stade permanent. Les Espagnols et les Portugais ont fait en Amérique, c'était de l'impérialisme déjà. Et ce qui a été fait par la suite avec la conquête de l'Inde par les Anglais, les Français d'abord et les Anglais ensuite, c'était de l'impérialisme. La colonisation, c'était une forme brutale, la forme la plus brutale de la mondialisation de l'époque. Par conséquent, le capitalisme et l'impérialisme, ou la dimension impérialiste de l'expansion du capitalisme, c'est-à-dire la base de la polarisation, ne sont pas choses nouvelles. La mondialisation n'est pas la découverte de brillants académiciens américains. Elle est avec nous depuis au moins 5 siècles. La manifestación primera de la mundialización se da ya en las fases de colonización de los grandes imperios español, francés, británico, y data por tanto al menos de 5 siglos. Por tanto, cuando Lenin escribe su trabajo El imperialismo, fase superior del capitalismo, está, por respeto a Marx, aceptando que se ha entrado en una fase novedosa, pero en realidad esta forma de mundialización que llamamos imperialismo, que no es un invento de intelectuales norteamericanos de última ola, está, como os he dicho antes, con nosotros desde hace al menos 5 siglos. Mais Lénine tire la conclusion correcte, majeure, qui est que notre époque n'est plus celle de l'expansion du capitalisme à travers les révolutions bourgeoises ou démocratiques bourgeoises si l'on veut, mais celle des révolutions socialistes. C'est une conclusion que tire Lénine à l'époque et qui est correcte, que les faits ont prouvé être corrects. Il est de mode aujourd'hui de dire que la révolution russe a commencé en février 1900, il y avait eu 1905 avant, mais en février 1917, et que si elle s'était arrêtée à ce stade, la Russie aurait été un grand pays capitaliste démocratique à l'image des pays de l'Europe occidentale. L'histoire a prouvé que la révolution ne pouvait pas s'arrêter à février, que la bourgeoisie russe n'était pas capable de gérer le pays et que les forces réactionnaires de la monarchie tsariste et de ce qu'on a appelé la féodalité ou l'aristocratie russe ne pouvaient pas être battues par la bourgeoisie, qu'elle devait l'être par le peuple. Le peuple, je ne dis pas le prolétariat. Et c'était octobre. C'est-à-dire la vision de Lénine d'une alliance à travers le décret, les 2 décrets, le décret sur la terre et le décret sur la paix, une alliance de tout le peuple travailleur russe. Il n'y a pas eu de guerre civile en Russie. Il y a eu une guerre d'intervention contre la jeune république qui était soutenue par la grande majorité du peuple russe. Évidemment, une grande révolution, une grande intervention extérieure permet toujours aux éléments réactionnaires à l'intérieur de la société de réapparaître sur la scène. Lenin sacó la conclusión correcta de su análisis de la fase imperialista previendo que ya no era tiempo de
expansión del capitalismo mediante revoluciones democrático-burguesas, sino de revoluciones socialistas. Hay quien ha teorizado que en Rusia, que hay dos etapas revolucionarias, aparte de la de 1905, la de febrero del 17 y luego la de octubre, que hipotéticamente se podía haber detenido la revolución en la fase de febrero y entonces Rusia se hubiera convertido en una democracia burguesa homologable con las de Occidente. Según sostiene Samir Amin, y estaba evidentemente en el pensamiento de Lenin en aquel momento, eso no era posible porque la burguesía rusa era incapaz de gestionar un Estado democrático burgués y la revolución no se podía detener en esa fase y tenía forzosamente que pasar a una fase socialista en que una alianza de todo el pueblo trabajador, en este caso campesinos y obreros, siguiera adelante por la vía del socialismo y no de la implantación de un régimen democrático burgués. Mao a tiré la même leçon, mais est allé plus loin, parce qu'il venait après. La même leçon, c'est-à-dire que le mouvement révolutionnaire du peuple chinois contre l'impérialisme et ce que les Chinois ont appelé le féodalisme était potentiellement ouvrait la possibilité d'une étape vers le socialisme, à condition que la direction de ce mouvement soit assumée par les communistes, mais intègre effectivement le soutien et la participation à la transformation de la grande majorité paysanne du peuple chinois de l'époque et jusqu'aujourd'hui. Mao, como venía después de la experiencia rusa, lógicamente ha dado algún paso más adelante y ha visto que el proceso revolucionario implicaba una lucha contra el sistema, básicamente, que Mao ha llamado feudal de China, y podía convertirse esa lucha en un avance hacia el socialismo a condición de que, por una parte, ese movimiento estuviera dirigido por el Partido Comunista y por otra parte consiguiera la adhesión de la gran masa, de la gran mayoría del campesinado. Mais alors, les révolutions ou les avancées révolutionnaires, Mao avait bien vu, et l'histoire lui a donné raison, que la première étape de la révolution chinoise, 1911, Sun Yat-sen et le Kuomintang, se débarrasse effectivement de la monarchie impériale comme symbole de la domination de l'aristocratie chinoise sur son peuple. Mais ils sont incapables d'éviter que les seigneurs de la guerre, c'est-à-dire les aristocrates eux-mêmes, reprennent le contrôle de l'ensemble ou de la majorité du territoire du pays et qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'intervention de l'impérialisme principal de la région, c'est-à-dire l'agression japonaise. Et que par conséquent, comme février 1917 n'était pas viable, mais appelé octobre 1917, 1911, Sun Yat-sen et le Kuomintang n'étaient pas viables et appelé 1950, c'est-à-dire la République populaire de Chine. Pas socialiste, mais pas bourgeoise. Populaire, avec toute la contradiction entre capitalisme, possibilité de développement vers le capitalisme jusqu'à un certain point, et possibilité de développement contre le capitalisme, associé y conflictuel. También en China, como en Rusia en febrero, era imposible que una primera revolución antiaristocrática, antifeudal, que ha liberado a China del dominio de los grandes señores de la monarquía imperial en 1911, se detuviera ahí, que el Kuomintang, que fue una de las fuerzas que impulsó ese movimiento, no podía ser
un elemento que consolidara ese estadio. Que inevitablemente, después de ese primer paso, se generalizó en China el dominio de los señores de la guerra, que volvieron a implantar sistemas de dominio similares a los anteriores, y que forzosamente eso abría el paso a la intervención de las potencias imperiales más próximas, en este caso el Japón, y que por tanto la consolidación de la primera fase revolucionaria, igual que en Rusia en febrero exigía octubre, en China 1911 exigía 1950, la revolución popular, que en sí misma no es todavía socialista, sino que es un estadio ya no burgués, de gobierno no burgués, y que abre la posibilidad de avance hacia el socialismo o también otra posibilidad de desarrollo capitalista. Bon, mais de ce fait, les deux révolutions, les deux grandes révolutions du XXe siècle, la russe et la chinoise, se sont trouvées confrontées à deux défis majeurs. Premièrement, la guerre permanente contre eux, et deuxièmement, comment associer, intégrer la masse paysanne dominante à la transformation du monde dans une perspective socialiste. Non pas construire le socialisme, mais les intégrer avec les autres travailleurs dans cette perspective. Voilà les deux défis auxquels les deux grandes révolutions du XXe siècle ont été confrontées. Las dos grandes revoluciones del siglo XX se han encontrado desde el principio enfrentadas a un doble problema: hacer frente a la agresión exterior, tanto en Rusia como en China, y consolidar un gobierno de una gran mayoría de población campesina, de tal manera que, en alianza con las otras clases trabajadoras, permitiera avanzar hacia el socialismo. No hacer todavía una revolución socialista, imposible en esas condiciones, sino abrir la perspectiva de una transformación socialista. Alors, je prends le premier défi. La guerre contre l'Union soviétique a été permanente. Le discours sur la guerre froide après la Deuxième Guerre mondiale, réduisant les sujets majeurs de l'histoire à deux, les deux superpuissances militaires, les États-Unis et l'Union soviétique, et la guerre froide, c'est une invention sans fondement historique. La guerre a commencé contre l'Union soviétique par une guerre chaude, la guerre d'intervention. Après l'échec de cette guerre chaude d'intervention, la guerre froide permanente. Même lorsque la Russie soviétique fait un pas en arrière et accepte partiellement le capitalisme avec la nouvelle politique économique, les Occidentaux n'acceptent pas la nouvelle politique économique et continuent à isoler l'Union soviétique qui s'ouvre au capitalisme paysan à cette époque, parce que les impérialistes ne peuvent pas accepter un pays, une société quelconque, une nation quelconque refuse de se soumettre à leur diktat unilatéral et total, qu'ils soient socialistes ou qu'ils ne soient pas socialistes. C'est la raison pour laquelle l'Iran d'aujourd'hui, qui n'est pas socialiste et qui n'a pas, je n'ai pas une très grande sympathie pour le régime politique de l'Iran d'aujourd'hui, est un ennemi, parce qu'il n'accepte pas de se soumettre au diktat américain. C'est la raison pour laquelle, par contre, l'Arabie saoudite, parce qu'elle accepte le libéralisme économique, est devenue ce que j'appelle la République démocratique d'Arabie saoudite, aux yeux des Occidentaux. La guerra contra las revoluciones triunfantes en el siglo XX ha sido permanente. No empezó, en el caso de la Unión Soviética, con la Guerra Fría, sino mucho antes, con la intervención caliente de 1918, y incluso cuando en la Unión Soviética se hace una cierta concesión, un paso atrás, aceptando formas de capitalismo en el campo, por ejemplo, la nueva política económica, no por eso ceja el acoso de las potencias capitalistas occidentales. Y lo mismo ha ocurrido
porque no pueden admitir que haya ninguna zona del mundo que escape al control, al dominio absoluto del sistema capitalista. Lo mismo pasa hoy día en Irán, donde un país que evidentemente no tiene un régimen socialista, en cambio, en la medida en que pretende tener una cierta autonomía frente al sistema capitalista imperante, es objeto de acoso por las potencias occidentales, que en cambio homologan tranquilamente países, bueno, no lo ha dicho Samir Amin, lo digo yo, feudales, como Arabia Saudita, que sencillamente porque allí ha dejado que penetre perfectamente y se ha integrado perfectamente en el sistema capitalista mundial. Están la República Democrática de Saudi Arabia, por los europeos. Así la llaman. Sí, la llaman así. La llamo así. En países árabes. Bueno, alors, c'est la raison pour laquelle la guerre froide continue contre la Russie d'aujourd'hui, qui est capitaliste, qui a restauré le capitalisme, parce que la Russie d'aujourd'hui n'accepte pas d'être subalternisée, devenir une périphérie sous-traitante pour le compte des monopoles impérialistes des États-Unis et de l'Europe. Elle ne l'accepte pas, pour toutes sortes de raisons qui amènent des contradictions dans la société russe et dans d'autres sociétés de l'ex-Union soviétique. Et c'est pour cette raison que la guerre continue, la guerre froide contre la Russie contemporaine. Es la misma razón por la que tampoco se acepta hoy día, a pesar de haber restaurado el capitalismo de forma plena a la Rusia moderna y a los otros países de la antigua Unión Soviética, en la medida en que se niegan a jugar un papel subalterno dentro del sistema. Y por eso, también en este caso, a pesar de todas las contradicciones que eso implica para la sociedad rusa y el resto de la antigua Unión Soviética, se siga manteniendo esa tensión que seguimos llamando Guerra Fría. Je fais une parenthèse peut-être un peu discutable. J'ai discuté avec des intellectuels britanniques après le Brexit, et ils m'ont dit dans le Brexit, il y avait certainement un mélange de toutes sortes de raisons ignobles et inacceptables, mais il y avait aussi que nous autres Britanniques, nous nous souvenons de 1940, et nous n'acceptons pas l'Europe allemande. La France vichiste, c'est pas toute la France, mais la France vichiste, l'Espagne franquiste, c'est pas toute l'Espagne, mais c'est une force en Espagne, l'accepte l'Europe allemande. Je crois qu'il y a là une comparaison qui n'est pas sans intérêt. Hace un paréntesis aludiendo al Brexit británico y cita que algunos amigos británicos le han comentado que aunque en los impulsores del Brexit y en la aceptación que tuvo, la aprobación que por parte del pueblo británico tuvo la salida, había todo tipo de motivaciones, unas mucho menos nobles que otras, pero una que no hay que despreciar es el recuerdo todavía de los años 40 en Gran Bretaña del intento de dominación alemana de Europa. Y eso es un factor que ha jugado a favor seguramente del Brexit. De la misma manera que en el resto de Europa, pues según qué países, hay sectores del país que aceptan esa hegemonía alemana, como por ejemplo la Francia heredera de Vichy, o que simpatiza con aquel periodo, que no es evidentemente toda Francia, o la España heredera del franquismo, que evidentemente no es toda España. Y que eso es un factor que también hay que considerar. Bon, le deuxième défi auquel ont été confrontés les avancées révolutionnaires russes et chinoises, c'est la question paysanne. Bon, là, il y a une différence importante à faire apparaître. En octobre 1917, Lénine se trouve devant le fait accompli, c'est-à-dire entre février et octobre, et particulièrement pendant l'été, l'armée russe, constituée
de paysans se désagrègent, les paysans retournent chez eux et s'emparent des terres, pas de toutes, mais d'une bonne partie des terres, en qualité de nouveaux petits propriétaires de ces terres. Lénine est devant le fait accompli. Il a le génie de l'accepter, de le reconnaître par le décret sur la terre, et même de lui donner une radicalité plus forte en disant c'est toutes les terres qui vont être expropriées à votre bénéfice comme petits propriétaires fonciers. Mais c'était en même temps le talon d'Achille de l'Alliance que plus tard, et je reviendrai, peut-être que pour ne pas être trop long je vais m'arrêter là, lorsque plus tard avec Staline est pensée la collectivisation comme passage à une forme supérieure de production agricole, cette alliance est rompue entre eux. Et cette alliance qui était à la base de la révolution d'octobre et qui définissait le cadre de son caractère fondamentalement démocratique au bon sens du terme est brisée. El gran problema con que se han encontrado las dos grandes revoluciones, la rusa y la china, ha sido, de alguna manera, la implicación del campesinado en el proceso. En el caso de Rusia, Lenin se encuentra, cuando los bolcheviques toman el poder, con un hecho consumado, y es la descomposición del ejército ruso en su lucha contra los alemanes, el abandono de las trincheras y el regreso a sus tierras, en cuya situación deciden ocupar las tierras, hacer una ocupación de tierras y apropiarse de las tierras que hasta entonces explotaban en un régimen feudal. Cuando Lenin consigue controlar, los bolcheviques y los soviets consiguen controlar el poder en Rusia a partir de octubre, se encuentran con que tienen que de alguna manera reconocer ese hecho, que es un hecho consumado, y entonces con los decretos sobre la tierra consagran esa situación y van más allá, incluso prometen que todas las tierras serán expropiadas a los grandes terratenientes y serán asignadas en lotes en propiedad a los campesinos que las trabajan. Cuando más adelante Stalin intenta acabar con esa situación y pasar a una fase considerada más avanzada de colectivización, topa con los intereses creados en los campesinos y eso rompe la fundamental alianza entre el proletariado industrial y los campesinos, que era la base del poder revolucionario. J'irai malheureusement, faute de temps, un peu vite sur ce point essentiel, mais j'ai écrit beaucoup là-dessus. La collectivisation n'était pas une idée particulière et bizarre de Staline. Elle était un point de vue qui était accepté par tout le monde à l'époque, et pas seulement par tous les socialistes, c'est-à-dire tous les partis de la Troisième Internationale, mais même les sociodémocrates. Elle était une idée partagée également par les bourgeois. Tout le monde pensait à l'époque que l'agriculture familiale de petites exploitations était une forme arriérée, héritée du passé, et qu'elle devait laisser la place à une grande exploitation sous la forme copiant la grande exploitation industrielle et la division du travail dans cette grande exploitation. La différence, c'est que les bourgeois étaient une grande exploitation propriété privée, c'est-à-dire une modernisation de la grande exploitation latifundière, comme on le voit au Brésil par exemple, dans le sud-est du Brésil, c'est un exemple fabuleux, ou en Argentine, comme on l'a vu en Égypte et ailleurs. Et les socialistes, même modérés, les sociodémocrates ou les socialistes radicaux, les communistes, pensaient que simplement il fallait une grande exploitation, mais qui soit la propriété des travailleurs ou de l'État en leur nom, sauf cause ou kolkhoz. Bon. C'était une idée donc très banale à l'époque. Je crois qu'il a fallu attendre plus tard l'expérience de la révolution chinoise, Mao, et le développement de la Chine maoïste et post-maoïste pour comprendre que cette théorie
de la supériorité de la grande exploitation agricole sur le modèle industriel était une vision erronée de la nature du défi. La colectivización del campo no fue una idea particular de Stalin ni de un grupo reducido de líderes de la revolución, sino que era compartida por prácticamente casi todos los revolucionarios de la época, incluso en las filas de las socialistas, porque se consideraba que la explotación agrícola familiar, la pequeña explotación, era un modo de producción ineficiente, atrasado, y que había que pasar a las grandes explotaciones que eran, pues eso, mucho más eficientes y permitían una mayor productividad, obtener una mayor productividad. Esto se podía evidentemente hacer en forma capitalista, como se está haciendo hoy día en países como el Brasil, etcétera, grandes fincas enormes funcionando en régimen de colectivización capitalista, digamos, es decir, de empresa capitalista como al ejemplo de las grandes empresas industriales capitalistas. La revolución china, en cambio, tal como la concibieron Mao y sus seguidores, detectó ahí un error y que la manera de abordar el problema del campo y la socialización en el campo, el régimen socialista en el campo, no era esa, de la manera como se hizo en Rusia, no era la mejor manera. No detectó un error, detectó un problema y después una otra solución al problema. Es diferente de un error. Bueno, Mao pense que la révolution chinoise se développe dans un premier temps dans la lutte armée dans le sud de la Chine, en engageant la majorité paysanne, qui est constituée de paysans pauvres et de sans terre, dans une perspective où ils ne deviendront pas par une réforme agraire des propriétaires privés, mais ils auront l'accès au sol garanti par une propriété d'État. C'est une vision très différente de la solution. Et c'est celle qui a été apportée en 1950 par le triomphe de la révolution chinoise et qui est maintenue jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si elle sera maintenue dans 20 ans, mais elle est maintenue jusqu'aujourd'hui et il ne faut pas l'oublier. Mao, detectando el problema que planteaba la colectivización, propone otro sistema consistente en que la propiedad sigue siendo colectiva, no se parcela y se asigna en propiedad a los campesinos, sino que sigue gestionada por los campesinos, pero sigue siendo propiedad comunal o común a través del Estado. Y esto, curiosamente, a pesar de la evolución de China, hoy día se sigue manteniendo este régimen de, digamos, propiedad, entre comillas, del campo. Bon, je ne veux pas en dire davantage parce qu'il nous faudrait rentrer dans un autre sujet très long qui est l'analyse des contradictions internes, mais cela a permis et permet jusqu'aujourd'hui une formulation, non pas de la construction du socialisme. Personne n'utilise ce terme en Chine. Personne. Tout le monde utilise dans un sens ou dans un autre, et avec honnêteté ou sans honnêteté, le terme avancer sur la longue route vers le socialisme, à travers la construction d'une industrie moderne, c'est les 5 modernisations de Chou En-lai, une industrialisation complète, moderne et aussi autonome que possible du système capitaliste mondial, même si elle se donne une capacité agressive d'exportation. Les deux sont complémentaires, contradictoires, mais ne sont pas seulement contradictoires, ils sont aussi complémentaires, associés à une rénovation de la petite production, principalement agricole, mais pas seulement agricole. Il y a
toutes sortes de petites industries en Chine, sans petite propriété, petite production, sans petite propriété. C'est ça le modèle chinois, et c'est en cela qu'il est très différent du modèle de la construction du socialisme, appelez-le comme on l'est, du modèle de développement pratiqué par l'Union soviétique jusqu'à la fin de l'ère Brejnev et son effondrement. C'est très différent. C'est porteur de problèmes, et grave, et sérieux. Ça ouvre la voie à la fois au capitalisme et au socialisme. Et donc au combat permanent entre les deux, possible. Et ceci me fera passer à au quatrième ensemble de questions concernant l'unité et la diversité dans la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme, les deux étant indissociables. Acabando con el modelo chino, el modelo que se está desarrollando desde hace tiempo es el de la creación de una industrialización completa del país que lo haga lo más autónomo posible en el mercado mundial, compatibilizado con algo que tiene cierto elemento de contradicción con esto, pero no lo es propiamente, es compatible con una política exportadora agresiva. Y sobre todo, que está el detalle clave, la recuperación de la pequeña producción sin pequeña propiedad, es decir, volver a formas de gestión a pequeña escala de la producción sin que eso implique la propiedad de los medios de producción por los productores. Por tanto, hoy día en China nadie habla de la implantación de un sistema socialista, sino de una larga marcha hacia un desarrollo socialista del país. Esto evidentemente encierra peligros y de hecho es una situación de cierta ambigüedad en que el desarrollo ulterior puede acabar siendo exclusivamente o plenamente capitalista o puede desembocar en un sistema propiamente socialista. Y con esto pasaremos al cuarto punto anunciado antes. Bon, je reviens au Marx du Manifeste communiste 1848. Marx met l'accent sur la nécessité de construire l'unité des travailleurs contre le capital, qu'elle n'est pas spontanée, que la règle qui commande les relations entre les prolétaires, c'est la compétition entre eux et la lutte entre eux. Il le dit et il l'écrit comme tel. Les ouvriers mènent le combat les uns contre les autres au profit du capital. Il dit, nous les communistes, nous avons seulement, et il utilise l'expression, l'avantage de connaître, de comprendre la nature du fonctionnement du capitalisme mieux que les autres participants aux luttes contre le capitalisme. Ils ne les appellent pas des traîtres, les autres, les mouvements en lutte contre le capitalisme. Et il nous faut construire cette unité. Et il prend position contre le parti unique. Il respecte, il reconnaît la pluralité des organisations, pas seulement des courants de pensée, des organisations ouvrières en lutte contre le capital. Il démontre que ce ne sont pas seulement des phrases, c'est une conviction profonde dans la construction de la première internationale, 1864, et l'Alliance internationale des travailleurs. Dans cette alliance, il y a des embryons à l'époque de ce que seront des partis politiques, des embryons de ce que seront des syndicats, des organisations et des personnalités très différentes, des blanquistes et les anarcho-syndicalistes français, des anarchistes de Bakounine, dont des Espagnols,
des marxistes ou prétendus marxistes allemands, mais des Lassalliens également, des syndicalistes anglais, etc. Une très grande variété. Cette variété a été oubliée dans la création de la deuxième internationale, pas de la troisième, de la deuxième, qui a conçu un pays, un parti, une classe, un parti, et un syndicat, qui est aussi la courroie de transmission de ce parti de la classe, lequel s'est avéré être réformiste, social-démocrate, mais ça c'est secondaire. La troisième internationale hérite ce principe, et elle conçoit également, et Lénine l'écrit, et Lénine, pas Staline, une classe, un parti, le parti communiste, non réformiste, mais révolutionnaire, et les syndicats, courroie de transmission de ce parti unique. Ce n'est pas la vision de Lénine, de Marx, mais c'est la vision également de la quatrième internationale, qui est une caricature de la troisième, une tentative de caricature sans portée. Autrement dit, ce que nous avons devant nous, c'est le défi de construire sur le modèle, mais pas, quand tu le dis sur le modèle, en revenant vraiment à Marx, en concevant des alliances entre organisations, partis, segments de partis, syndicats au pluriel, évidemment avec des conditions. Un, c'est qu'ils soient en lutte. Les luttes actuelles sont des luttes caractérisées par leur émiettement. Et une grande partie, peut-être la presque totalité de ces luttes sont parfaitement légitimes, qu'il s'agisse de lutte des femmes pour l'égalité des salaires ou contre les mauvais traitements, ou qu'il s'agisse des luttes des travailleurs immigrés ou des luttes des vieux pour le maintien d'un système de pension par répartition, etc. Mais à condition, un, qu'il s'agisse d'organisations de lutte, deux, que ces organisations comprennent que leur émiettement est leur faiblesse et que leur association, tout en conservant leur indépendance, les renforce et non pas les affaiblisse. Et que par conséquent, ils ont leur place dans un front commun organisé, pas seulement un front commun d'événements, d'une manifestation ou d'une autre, organisé. Et qu'ils comprennent donc ce que les Chinois appellent les contradictions au sein du peuple, que ce qui nous divise, parce qu'il y a des intérêts divergents, les paysans ont intérêt à vendre plus cher et les consommateurs à avoir des produits meilleur marché. Que ces contradictions au sein du peuple, que ce qui nous divise, est moins important que ce qui nous unit contre le capital. C'est ça ma vision aujourd'hui de l'unité dans la diversité, et on en a l'amorce d'exemple, je ne dis pas plus que cela, l'amorce d'exemple qui se dessine comme une possibilité. Pasando a lo que sería su propuesta de continuidad con la propuesta de Marx, y volviendo para ello primero a Marx, Marx reconoce que las relaciones entre los trabajadores espontáneamente no son siempre o casi nunca de colaboración, sino de competencia en gran parte, dentro del sistema de la venta de su trabajo, etc. Entonces la unidad de los trabajadores no viene dada, sino que hay que construirla. La manera de construirla, que concibe Marx, no es mediante la creación más o menos forzosa de una unidad organizativa única, sino tal como demuestra él en su papel en la creación de la Primera Internacional en 1864, esta unidad de los trabajadores se concibe como una unidad en la diversidad,
en que se admiten diferentes planteamientos, perspectivas, a condición siempre de que el objetivo sea la lucha contra el sistema capitalista y que se evite, como hoy día pasa con la gran plétora de movimientos sociales diversos y monográficos que hay, la dispersión y la atomización, que es uno de los males que se padece hoy día en la lucha contra el sistema. La experiencia de la Primera Internacional muestra que en ella participaron distintas corrientes ideológicas dentro de que luchaban contra el capitalismo, anarquistas de inspiración bakuninista, en el caso de España, de inspiración de otro tipo en